On peut y aller. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal par, traditionnellement, le compte-rendu de la séance du conseil municipal du lundi 26 avril. Est-ce que là-dessus, il y a des remarques? Il n'y en a pas qui nous sont parvenues, mais on peut les... Non, c'est bon? Donc je vous propose d'adopter le compte-rendu. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il est adopté. Oui, j'ai oublié de vous proposer Julie Dequinte qui a fait acte de candidature pour le secrétariat de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc Julie Dequinte fera le secrétariat de séance. Et nous en venons au compte-rendu des décisions municipales avec maintenant le projet de délibération numéro 1. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu des décisions municipales? Pascal Foy. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Je profite de ce compte-rendu des décisions municipales et plus particulièrement de la 2021-65, définir une stratégie de développement de l'agriculture urbaine sur le territoire communal. Je suggère vivement, expressément à Florian et Noémie, fondateurs de Terre au Ciel à Toulouse, des trentenaires débordants d'idées et peut-être tombés du ciel, de venir visiter le parc des Écureuils et son cèdre sexagénaire. Vous allez l'abattre pour le remplacer par 2 jeunes de 30 ans. Cela équivaut de virer de l'entreprise une vieille, un vieux de 60 ans pour 2 jeunes de 30 ans, car ils sont plus productifs. Vous sous-estimez les impacts du changement climatique. Votre vision politique pour Échirolles, vous la mettez en œuvre. Golden Park, une cour d'école végétalisée, 3 par kilo de fraîcheur. Pour l'acclimatation, c'est le tout début de la bonne voie. Pour la transition, par contre, le retard est évident et nous n'avons plus le temps. Combien de temps avez-vous donné à la SCOP Terre au Ciel pour définir cette stratégie qui est un seul élément de la transition? Acclimatation et transition doivent aller de pair pour réussir à limiter le fameux 1,5 degré d'augmentation de la température pour la résilience. Pour cela, l'humain et le vivant doivent passer avant toute autre chose et surtout avant l'aspect financier sur n'importe quel continent et chez nous aussi à Échirolles. Nous invitons tous les Échirollois à nous donner leur avis pour cesser de faire tomber les arbres pour des constructions. Monsieur le maire, s'il vous plaît, laissez tomber le permis de construire 1, le permis de construire 2, acceptez le projet des habitants de la Buclée, construisons-le avec tous les Échirollois, que ce parc devienne un véritable écrin de la nature ornementale et nourricière. Merci. D'autres remarques? Laurent Berthet. Merci, monsieur le maire. Ma question ou ma remarque plutôt concernera la décision numéro 64 qui concerne un marché pour un audit organisationnel du service des ressources humaines pour un montant de 20 000 € hors taxe, 24 000 € TTC. Ce n'est pas la première fois que devant ce conseil, vous rapportez des décisions qui concernent des audits extérieurs réalisés sur l'organisation de nos services. Donc on souhaiterait que ces données puissent nous être présentées, soit en commission, soit dans une réunion ad hoc. Mais on souhaiterait qu'il puisse y avoir un peu plus de transparence sur l'organisation des services et ce qui motive les évolutions dans notre ville. Merci. Merci. D'autres remarques? C'est pas tout à fait à l'ordre du jour, mais comme le sujet il a été abordé par Pascal Foy, j'en dirai juste un mot. C'est toujours bien de présenter de manière caricaturale les choses. Comme si dans cette ville, on abattait plus d'arbres qu'on en plante. Parce que c'est à ça que se résume votre intervention. Or, c'est la réalité toute contraire qui est vraie. C'est que des arbres, on en plante énormément chaque année et on continuera d'en planter. Et ce n'est pas un cèdre qui fait la politique, je dirais, de l'agriculture urbaine
qui de toute façon n'est pas concerné par le parc des écureuils, c'est pas ce cèdre-là. Et on l'a dit. De toute façon, par rapport au nombre d'arbres d'aujourd'hui, il y en aura 3 fois plus demain. Alors certes, il y a un cèdre, mais dans le périmètre de 100 mètres autour, il doit y en avoir 3 ou 4 des cèdres. Et comme vous ne connaissez pas l'histoire des Chirolles, vous ne savez pas pourquoi il y a autant de cèdres du Liban à Chirolles. Alors moi, je vous la raconterai quand j'aurai 5 minutes à perdre avec vous. Ça fait 5 ans de concertation, là-bas. 5 ans. Pour aboutir à un projet qui, à notre sens, est un projet extrêmement valorisant, y compris pour les habitants de la Buclée. Et nous leur avons dit. Alors après, on peut toujours essayer de formuler, je dirais, tel ou tel aspect catastrophique sur le climat, le fait qu'il y ait un cèdre de 60 ans qui, même pas, qui soit abattu et remplacé par d'autres cèdres qui ont une trentaine d'années. D'accord, on peut toujours essayer de gloser là-dessus. La réalité, c'est que vous les trouvez, les 2 millions, vous. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Parce que si on ne fait pas ça, il faut que vous trouviez 2 millions. Parce que le centre social, de toute façon, il faut le démonter, le désamianter, refaire le terrain, une fois qu'il aura été démonté. Et le parc, c'est nous qui devons l'aménager. Tout ça, c'est un minimum de 2 millions. Alors, quand vous trouverez les 2 millions, je viendrai discuter avec vous, monsieur Pascal Foix, parce que la réalité, je dirais, y compris la transition, c'est d'abord d'y mettre les moyens. Et nous, les moyens, on veut les mettre. Parce que là-bas, c'est un vrai parc qu'on fera. Aujourd'hui, ce n'est pas un parc, c'est un délaissé derrière. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est la réalité. Voilà. Et qui n'était même pas fréquenté. Ou quand il était fréquenté, on recevait les pétitions. Parce que c'est les buveurs de bière le soir qui le faisaient. Alors après, aujourd'hui, effectivement, voilà, on essaye d'articuler les choses autour du fait qu'il y a un cèdre où on a tout fait pour regarder les solutions urbanistiques pour éviter de le couper. Ça n'existe pas, malheureusement, il est planté au milieu. Il est planté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas. Mais la réalité, c'est celle que je viens de vous dire. Alors, vous pouvez toujours essayer de la caricaturer. Mais vous allez avoir une délibération tout à l'heure sur justement une étude sur l'agriculture urbaine dans notre ville, pour fonder la stratégie de notre ville sur cette question-là. Elle viendra en débat, cette étude, au conseil municipal, sans doute de juin. Sans doute de juin, et on aura l'occasion, effectivement, d'en parler. De la stratégie que la ville, elle va développer en matière d'agriculture urbaine. Et je rebondis sur ce que disait Laurent Berthet. L'étude, elle viendra au conseil municipal. Après, l'étude sur le service ressources humaines, voilà, les rendus essentiels de l'étude. Moi, je n'ai aucune opposition à ce que vous les voyez en commission. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a rien, je dirais, là-dessus qui est café. Nous essayons, comme nous en avons fait dans d'autres services, d'avoir des études qui nous permettent justement d'appréhender comment on peut mutualiser, comment on peut développer, comment on peut économiser. Voilà, le sens est comment être plus efficace en essayant de dépenser moins d'argent public. Voilà, c'est le sens de l'étude. Donc vous aurez l'occasion lorsqu'elle aura été faite, d'en discuter l'essentiel dans les commissions. Voilà, et on discutera lors de la délibération sur le rendu, là tout à l'heure. Vous avez, c'est pas une délibération d'ailleurs, c'est une décision municipale sur le lancement de l'étude sur l'agriculture urbaine. On aura l'occasion d'en discuter largement au conseil municipal lorsque nous aurons le rendu. Parce que pour nous, au-delà des mots, c'est une réalité qu'on veut dans notre ville développer et de manière originale et pas simplement conservatrice les questions d'agriculture urbaine. Parce qu'en milieu urbain, ces questions-là, elles ne se posent pas comme si on était à la campagne. Voilà. Et qu'il faut faire preuve d'innovation. Voilà. Comme nous allons essayer d'en faire preuve avec
sur le quartier de renouvellement urbain, sur les quartiers ouest, sur les quartiers centre, y compris comment nous sommes porteurs de la ferme urbaine en limite de notre territoire dans le quartier des Granges. Et je crois que je n'ai pas à faire de démonstration sur mes responsabilités et sur l'engagement qui est le mien pour réaliser cette ferme urbaine. Voilà. Je vous propose donc de prendre acte du compte-rendu des décisions municipales. C'est la délibération numéro 1. On prend acte. Est-ce qu'il y a des oppositions à la prise d'acte? Des abstentions à la prise d'acte? Non. Elle est adoptée. Délibération numéro 2 concernant la désignation d'un représentant de la commune au sein de l'association Soléo. Dans le cadre de la candidature métropolitaine à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, Chirol-Ouest, le comité local pour l'emploi, mis en place pour piloter le projet et la construction de la candidature, a créé une association de préfiguration de l'entreprise à but d'emploi, ce qu'on appelle communément une EBE, sous le nom de Soléo, Solidarité pour l'emploi et Chirol-Ouest. L'association Soléo a été créée le mercredi 17 mars 2021 à l'occasion d'une assemblée générale constitutive. Elle regroupe les différentes parties prenantes du projet, parmi lesquelles les collectivités locales, collectifs citoyens, les habitants et personnes privées durablement d'emploi à Chirol-Ouest, les partenaires emploi et les structures d'insertion par l'activité économique, les associations locales, les entreprises du territoire. Pour permettre une représentation de la commune au sein de cette association, il est proposé au conseil municipal de désigner Pierre Labrier, qui est porteur de la démarche zéro chômeur, de représenter la ville au conseil d'administration de cette association. Voilà, il s'agit donc de désigner Pierre Labrier en tant que représentant de la collectivité au sein de l'association Soléo. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Alban Rosa et puis Madame Sarah. Bonsoir à tous. Notre groupe est favorable à la création de l'association Soléo dans le cadre de l'expérimentation, comme vous l'avez rappelé, territoire zéro chômeur de longue durée dans le quartier ouest. L'emploi dans nos territoires est la première préoccupation des habitants et c'est essentiel pour améliorer les conditions de vie et le bien-être de manière générale. Nous aimerions du coup avoir des précisions sur le nombre de personnes ciblées à aujourd'hui et le potentiel de public touché par ce dispositif. Et pouvons-nous connaître le nombre d'entreprises ayant déjà déclaré leur intention d'entrer dans ce dispositif? La proximité avec la zone d'activité de Comborn semble la première porte d'entrée. Et enfin, quels sont les champs d'activité pour la future EBE? Nous imaginons bien sûr qu'ils seront multiples, mais au vu des premiers diagnostics, quelles sont les premières pistes? Merci. Très bien. Madame Sarah. Lorsqu'on sait que l'association Solidarité pour l'emploi et Chirol-Ouest est coprésidée par M. Maxime Favier, conseiller municipal, on peut s'interroger sur la pertinence de nommer un deuxième élu de la majorité pour représenter la commune. En commission, il était prévu 2 représentants, dont l'un était justement M. Maxime Favier. Il y avait donc de la place pour une ouverture sur une thématique qui ne mérite pas de clivage politicien. Nous regrettons ce positionnement. Par conséquent, les élus du groupe Changer Chirol voteront contre cette délibération. Merci. D'autres remarques? Pierre Labrier. Merci de ces questions et merci de l'intérêt que le conseil municipal porte à ce projet territoire zéro chômeur. Le 27 juillet dernier, dans le cadre de Destination Été, le film Nouvelle Cordée, qui raconte l'expérimentation dans le territoire de Mauléon, a été projeté aux habitants en présence de la réalisatrice du film, Marie-Monique Robin. Et Marie-Monique Robin
a évoqué un certain nombre d'éléments qui font qu'un projet comme celui-là et pas un dispositif. Les militants d'ATD Quart Monde tiennent beaucoup à cette différence entre un projet et un dispositif. Ils ne souhaitent pas que ce soit un dispositif, mais bien un projet. Eh bien, Monique Robin a indiqué la chose suivante aux habitants et habitantes d'Échirolles venus voir le film. Ce qu'il faut pour réussir ce type de projet, c'est une alliance territoriale et notamment l'unanimité du conseil municipal ou du conseil intercommunal, comme c'était le cas à Mauléon. Donc tout l'intérêt de nos collègues est important pour cette association et puis pour ce projet donc territoire zéro chômeur de longue durée sur le territoire d'Échirolles-Ouest. Les champs d'activité ressemblent à des activités, pour répondre à la question de M. Rosa, des activités qui sont en lien avec ce qu'on pratique habituellement dans l'insertion par l'activité économique. Ça pourra être du recyclage, ça pourra être des services à la personne, ça pourra être des services aux entreprises et aux collectivités, mais il s'agit avant tout d'avoir en tête qu'aucune activité ne serait créée si elle mettait en danger un emploi existant. Donc il s'agit bien de créer des emplois non concurrentiels. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui quelles sont les activités qui seront demain celles de l'entreprise à but d'emploi avant d'avoir vérifié que ces entreprises ces emplois n'ont aucun risque de détruire un autre emploi. Un certain nombre d'entreprises se sont déjà portées candidates à nous accompagner dans ce projet et accompagner les groupes de travail dans ce projet, que ce soit des entreprises de services, et il faut dire qu'il y a une majorité d'entreprises de services sur ce territoire avec l'espace Comboire. Donc principalement les commerçants d'espace Comboire, et un certain nombre d'entre eux se sont déjà montré très intéressé par le projet. Maintenant, il ne pourra se mettre en œuvre que quand la candidature sera déposée et que notre territoire sera choisi. Donc, il n'y a pour l'instant pas d'entreprise adhérente à l'association Soléo. Sur la question du nombre d'emplois qu'il est raisonnable d'imaginer de pouvoir créer pour atteindre l'exhaustivité visant à avoir zéro chômeur sur ce territoire, on estime environ, enfin c'est très précis, hein, c'est 380 personnes inscrites à Pôle emploi sur ce territoire, mais il y a des personnes qui sont ni en emploi, ni inscrites à Pôle emploi, ni au RSA, qui sont des personnes qui ne sont pas dans les statistiques et qui pourraient aussi avoir la possibilité de bénéficier d'un emploi. Maintenant, un horizon de 50% est envisageable sur certains territoires, ce qui pourrait nous indiquer que l'objectif de création de 200 emplois serait tout à fait tenable et permettrait un véritable changement de vie dans le quartier. Et puis enfin, je voudrais remercier le conseiller municipal délégué Maxime Favier qui siège à l'association Soléo au titre de la mission locale, et que les jeunes au sens mission locale, j'entends, hein, pas forcément les jeunes conseillers municipaux, même si M. Favier est un nouveau conseiller municipal très engagé dans ce projet, puissent siéger dans cette association Soléo, au titre donc de la mission locale et non de la ville. Voilà pour ces quelques réponses. Merci Pierre. Juste un commentaire. C'est un projet qui a beaucoup de sens, mais qui est excessivement compliqué à mettre en œuvre. Parce que, pour les raisons qu'a évoqué Pierre, et nous espérons qu'effectivement le dossier sera retenu. D'ailleurs, pour ça que nous avons mis à disposition de l'association Soléo les anciens locaux du pôle égalité femmes-hommes qui sont là-bas, pour qu'ils puissent disposer effectivement d'un équipement qui leur permette de mettre en œuvre toute la stratégie que vient d'évoquer Pierre. Et c'est quelque chose, je dirais, obligatoire pratiquement. J'enlève le pratiquement. C'est quelque chose d'obligatoire dans le fait que ce dossier soit retenu.
Donc nous essayons de mettre tous les atouts de notre côté en souhaitant qu'effectivement nous arrivions à la création de l'ensemble de ce projet. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pardon, Maxime Favier. Merci Monsieur le maire. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Pierre puisqu'il a été très complet dans son exposé. Juste pour dire que siégeant au bureau de Soléo au titre de la mission locale, je ne pourrais pas prendre part aux délibérations, au vote des délibérations concernant Soléo, aussi bien pour la nomination de Pierre que pour le vote du local après. Voilà. Et merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc 3, des abstentions, 4. Elle est adoptée. Je vous propose d'en venir à une délibération concernant l'opposition de la ville à la fermeture du centre des finances publiques d'Échirolles. Amandine Demort. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis l'été 2019, l'État a engagé une démarche de réorganisation des services de la direction départementale des finances publiques, dont l'objectif annoncé est de développer une nouvelle relation aux usagers et usagères et aux élus, en favorisant la relation de proximité dans les territoires. Enfin, ça, c'est dans le titre. Pour la ville d'Échirolles, la proposition de déploiement du nouveau service, du nouveau réseau de proximité des finances publiques, se concrétise d'une part par la suppression des activités de gestion publique locale sur la commune et d'autre part par l'absence de points d'accueil de proximité pour les usagers et les usagères. C'est-à-dire la fermeture pure et simple de la trésorerie d'Échirolles qui se trouve à Sud Galaxy. C'est un service public qui part alors même que Échirolles est la deuxième ville, la deuxième commune de l'Isère, si on considère le nombre de familles, que ça va quand même poser des questions autour du numérique et de la dématérialisation qui laissent très souvent en situation de désarroi les usagers et les usagères dans leurs relations qu'ils peuvent avoir avec les administrations. Surtout que sur notre commune, c'est un sujet prégnant. Et d'ailleurs, je remercie notre conseiller délégué Aurélien Farge qui mène un vrai travail sur cette question de la fracture numérique. Voilà, c'est pourquoi il vous est proposé de vous opposer à ce projet de fermeture du centre des finances publiques qui est prévu le 1er janvier 2022. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Madame Sarah. Les nouvelles technologies impactent les services administratifs dans tous les secteurs, qu'ils soient privés ou publics. Les communes elles-mêmes se retrouvent à devoir mutualiser les services, regrouper les structures. Échirolles n'a pas échappé à cette nécessité lors de la suppression de l'annexe mairie du quartier ouest. Néanmoins, les élus du groupe Changer Échirolles ont conscience que beaucoup d'usagers sont en difficulté pour communiquer avec les nouvelles technologies. C'est pourquoi le maintien d'un point d'accueil de proximité est impératif. Excusez-moi. Le recours à une forme d'accompagnement spécifique pour les personnes touchées par ces difficultés d'accès, on est capable de les trouver sur Échirolles, comme le fait OSE, qui met en place l'accompagnement pour le chèque sport en tout numérique, ce qu'on va voir dans la délibération 17. Mais néanmoins, les élus du groupe Changer Échirolles soutiendront cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Le groupe Échirolles, citoyenne, écologique et solidaire, soutient cette délibération s'opposant à la fermeture du centre des finances publiques d'Échirolles, prévu pour 2022, où les différents services actuels seraient répartis entre Saint-Martin-d'Air, Grenoble, des structures de France Service, des bureaux de tabac ou des bureaux de poste. Sous couvert de réorganisation, de mutualisation ou de modernisation, l'État adopte une politique de gestion des finances et des ressources humaines par le chiffre, en accélérant les suppressions de postes pour répondre à des besoins de rentabilité plutôt que de s'inquiéter d'une présence adaptée et de la qualité du service public rendu, alors même qu'il s'agit de ses propres missions régaliennes, en l'occurrence les finances publiques. Outre un bouleversement conséquent dans l'organisation de nos services municipaux, de par le déménagement des services dédiés aux collectivités locales à Saint-Martin-d'Air,
Cette réorganisation s'opère sans concertation ni compensation, laissant la commune face au fait accompli et caractérisant le désengagement toujours plus croissant de l'État sur son territoire. Cette réforme apparaît non adaptée à la réalité de terrain et caractérise une nouvelle fois la perte d'un service public de proximité, alors même qu'il se situe en zone urbaine, Échirolles étant dans le top 3 des plus grandes villes du département. Par cette fermeture, l'État se décharge également de ses responsabilités en matière de finances publiques. Le décret du 2 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique définissant notamment le rôle et la répartition des missions de l'ordonnateur et du comptable et prévoyant, en plus d'un simple contrôle a posteriori des dépenses locales, un devoir d'accompagnement et de conseil de ces derniers auprès des collectivités. En éloignant ce service et réduisant le nombre d'interlocuteurs, cette mission s'en retrouve, de par le fait, amoindrie. Par ailleurs, ce transfert de tâches vers d'autres structures comme les postes ou les bureaux de tabac, où il sera par exemple possible de payer ses impôts, est particulièrement inquiétant à plusieurs titres. En dehors du fait de la confusion de genre public-privé et de la manipulation des deniers publics par une personne dont ce n'est pas la fonction, le respect de la confidentialité et de la protection des données dans ces lieux de passage et d'accueil ne semble pas garanti et interroge. Cette suppression d'équipements accentue la dégradation des relations de l'administration avec ses administrés. La charte Marianne, devenue Service Public Plus depuis 2019 et applicable depuis janvier 2021, définissant les standards de qualité de l'accueil dans les services publics de l'État, semble très éloignée de ce qu'il se passe en pratique. Lorsqu'il est question dans ces engagements de, je cite, « faciliter les démarches des usagers », d'assurer un accueil adapté aux personnes porteuses de handicap ou en difficulté, force est de constater que cette nouvelle réorganisation du Centre des finances publiques se désolidarise complètement de ces beaux engagements. En effet, quel service pourra être rendu par des personnes ou structures moins bien formées, moins spécialisées, les finances publiques n'étant pas le cœur de compétence d'un bureau de tabac, et moins disponibles parce que d'autres clients à servir face à des administrés en situation précaire ou faisant face à la barrière de la langue. À l'heure du tout numérique et des démarches exclusivement en ligne, est-ce que seulement 2 structures France Service fixe et 1 mobile pour couvrir tout le territoire métropolitain sera-t-il suffisant ? La possibilité de faire ces démarches dans des commerces comme les bureaux de tabac plutôt que dans des lieux dédiés détériore la qualité du service. Le service s'en trouve ainsi dépersonnalisé, déshumanisé, accentuant au passage la fracture numérique. Cette organisation renforce également les inégalités d'accès aux services publics, ainsi moins bien identifiables, car mélangées avec des activités sans rapport avec le service recherché. En conclusion, nous faisons une nouvelle fois face au désengagement toujours plus criant de l'État dans tous les domaines de ses compétences. La crise sanitaire actuelle illustre parfaitement ce constat et met en exergue le résultat peu glorieux des années d'abandon de l'ensemble du système et services de soins par l'État. Après la modernisation des préfectures accélérée depuis 2017, comprendre par modernisation réduction de personnel, l'État s'attaque désormais aux centres locaux des finances publiques, ne s'attendant qu'à peu de contestations au regard de leur faible popularité comparée aux hôpitaux. Quand il s'agit de voler au secours des banques, nos dirigeants savent trouver les fonds nécessaires pour maintenir à flot ces structures privées. Mais lorsqu'il s'agit de conserver ses propres équipements pour assurer un meilleur service public, force est de constater qu'il n'y a plus d'argent disponible, pour ne pas dire d'argent magique. L'État applique encore une fois sa méthode éprouvée de propre sabotage des services publics en réduisant les moyens qui leur sont accordés pour mieux en prouver l'inutilité puisqu'inefficace. Répondant à des besoins d'intérêt général et permettant l'égalité de traitement de tous et toutes, les services publics incarnent le socle commun des principes de la République. Il n'est ainsi pas tolérable que ces services publics soient dégradés. Pour toutes ces raisons, j'appelle les membres du conseil municipal à voter pour cette délibération et donc contre la disparition de ce centre des finances publiques à Échirolles qui pénalisera fortement nos habitants et nos habitantes. Merci. Merci Julie. D'autres interventions ? Pardon, Laetitia. Oui, merci. Je sais pas. Bon,
Je veux bien réessayer. Ah ben ça va mieux. Merci pour cette délibération et merci aussi à Julie pour les éléments qu'elle vient d'exposer et auxquels effectivement notre groupe souscrit pleinement sans pour autant refaire une intervention et donc nous la ferons nôtre. Simplement aussi pour informer que notre collègue Joseph Viron, de par ses fonctions professionnelles, ne prendra évidemment pas part au vote. Merci. Merci. D'autres remarques? Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Et nous passons à la direction des ressources humaines. Sylvette Rochat, tableau des emplois. Oui, donc nous avons dans cette traditionnelle délibération 2 services qui sont concernés. Nous avons tenu bien entendu un CTP le 6 mai dernier. Alors le premier service, c'est la direction de l'éducation, afin d'assurer la continuité de service dans les restaurants scolaires du fait de l'absence prolongée d'une agente de restauration inapte à son cadre d'emploi. Un poste provisoire d'adjoint technique a été créé afin de permettre un recrutement pérenne dans l'attente de la régularisation de la situation de l'agente inapte. De plus, afin de poursuivre le processus de déprécarisation de nos agents contractuels au service entretien des locaux, mise en stage de 7 agentes contractuelles occupant des postes vacants, est revue à cette occasion. La quantité de temps de 3 postes aujourd'hui à 27h30 pour la fixer à 30 heures. Donc on améliore in fine le salaire de nos agents et agentes, conformément aux besoins réels du service. Pour ce faire, un poste vacant à 7h30 est supprimé pour vérifier son volume horaire sur ces postes. Enfin, 2 postes provisoires sont créés dans ce même service pour assurer la continuité de service du fait de l'absence de 2 agents inaptes dans l'attente de la régularisation de leur situation. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Des oppositions? 4. Des abstentions? Elle est adoptée. Je vous propose d'en venir à la signature de la charte d'engagement LGBT, plus proposée par l'association de lutte contre les discriminations, l'autre cercle, toujours Sylvette. Oui, alors nous sommes sur une délibération, je dirais, importante et symbolique qui vient dans la continuité du travail que la ville porte depuis des années, notamment sous le prisme de la lutte contre les discriminations d'une part, de l'égalité femmes-hommes d'autre part. Et nous avons souhaité, en direction essentiellement de nos agents et agentes, pouvoir ratifier cette charte pour bien signifier que l'orientation sexuelle de chaque personne qui travaille pour cette collectivité n'impacte pas son quotidien professionnel et que les agents, nous les attendons sur un autre champ que sur leur vie personnelle. Donc voilà, il vous est donc proposé de signer cette charte LGBT+. Je sais qu'en commission, lorsque ça a été présenté, il a été proposé de rajouter QAI, mais la charte telle que proposée aujourd'hui, alors LGBT, lesbien, gay, bi, trans, QAI c'est queer, asexuel et intergenre, intersexuel. Bien sûr que tous les aspects seront considérés, mais la charte telle qu'elle nous est proposée à la signature par l'association L'Autre Cercle, elle s'appelle LGBT+. Le plus veut bien dire qu'on inclut toutes les orientations sexuelles et que c'est dans tous les cas symboliquement ce qu'on veut dire que toute brimade ou discrimination qui serait émise par un agent de la collectivité serait suivie de sanctions. Merci Sylvette. Des remarques sur cette délibération? Catherine Itoudi-Kata. Bonsoir à tout le monde. Merci Monsieur le maire. Nous pensons que comme dans beaucoup de domaines, il faut des actes pour faire progresser et avancer les changements dans notre société.
cette charte d'engagement LGBT+, est un pas important, effectivement, dans ce sens. L'égalité des droits de traitement pour le personnel est primordiale, quelle que soit leur orientation sexuelle et identité de genre. Dénoncer et soutenir les victimes de propos ou actes discriminatoires est notre rôle en tant qu'élus de la République. Nous voterons donc pour cette délibération et toutes les autres délibérations à venir en faveur des droits et respect des conditions humaines. Merci. Merci. Suzy Mavelia, je crois. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez dit, cette charte date de 2012 et nous aurions presque envie de dire qu'il était temps. Nous espérons que la signature sera avant tout un point de départ pour notre ville et non pas une fin en soi. C'est un premier pas, il en faudra d'autres. Et cela est plus que nécessaire lorsque l'on sait que la nouvelle génération a déjà 2 temps d'avance sur nous, aussi bien sur les questions d'égalité femmes-hommes, d'écologie ou pour ce qui nous concerne ce soir, les droits des personnes LGBTQIA+. Il est donc de notre devoir, à défaut de leur montrer la voie, de les suivre sur ces questions. Nous voterons bien entendu pour cette délibération. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Alexis Joly. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. La lutte contre les discriminations doit être au cœur de nos actions politiques, qu'il s'agisse des discriminations à l'égard d'une religion, d'une couleur de peau et tant d'autres, et évidemment d'une orientation sexuelle. Ce sont des valeurs que le Rassemblement national continuera de porter fièrement à l'heure où justement les attaques les plus réactionnaires contre notre société se multiplient. Nous serons les garants de cette unité nationale. Les élus du Rassemblement national ne parlent que des citoyens français et ne reconnaissent aucune communauté. Nous ne voyons que des Français, à la différence de nombreux élus, notamment présents dans ce conseil, qui classent les Français par catégorie et jetant de l'huile sur le feu du brasier communautariste qui ne cesse de repousser l'unité de la nation aux calendes grecques. De la même manière que les syndicats ni la gauche ne représentent depuis plus depuis longtemps les ouvriers, les associations gauchistes, les associations LGBT et certains groupes politiques ne représentent pas les homosexuels. Au contraire, la plupart de ceux qui prétendent lutter contre l'homophobie défendent surtout les agresseurs. Depuis des décennies, les politiques que vous menez à l'échelle locale et que les gouvernements ont multipliées à l'échelle nationale ont favorisé les discriminations contre les homosexuels. Un récent exemple pour s'en convaincre. Le soutien unanime du Conseil métropolitain à l'égard de la Palestine, où l'homosexualité est passible de la peine de mort, comme cet homme persécuté en janvier 2010 qui a obtenu le droit d'asile en Israël, ou ce commandant du Hamas, Mahmoud Ishtiwi, exécuté après s'être vu accusé d'avoir eu des rapports sexuels entre hommes. L'écriture inclusive, la signature d'une charte LGBT+, qui prévoit notamment un logo dans la communication interne de l'hôtel de ville, ne peuvent être utilisés pour vous donner bonne conscience, alors même que l'immense majorité de ce conseil municipal passe son temps à défendre une organisation terroriste qui tue les homosexuels. Pas besoin de traverser la mer Méditerranée pour se rendre compte du climat hostile que peuvent vivre des homosexuels à Échirolles. Des mariages forcés par exemple, du harcèlement dans les collèges et les lycées, des pères de famille, des frères, des cousins qui veulent tuer leurs enfants parce qu'ils sont homosexuels. Monsieur le maire, si vous voulez vous en convaincre, allons tous les deux dans un de ces quartiers de la ville où la République a disparu et allons-y main dans la main. Et vous serez copieusement insultés comme vous ne l'avez jamais été. Car pour beaucoup dans ces quartiers, l'homosexualité reste une erreur de la nature, une maladie, un crime que notre République a pourtant dépénalisé depuis 1791. Alors affirmons l'unité de la France pour protéger l'ensemble des Français et les homosexuels en luttant contre le communautarisme et les attaques contre notre civilisation, et évidemment en garantissant les droits acquis pour les homosexuels, et je pense évidemment à titre personnel au mariage homosexuel, mais surtout en cessant ce déni dont vous êtes les complices moraux. Parce que nous n'accordons donc aucune légitimité aux associations LGBT et à la gauche échirolloise pour parler au nom de nos compatriotes homosexuels, nous voterons ni pour ni contre cette charte et nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. D'autres remarques? Je vais quand même en faire une s'il n'y en a pas, parce que vous trouvez le moyen
je donnerai la parole à Sylvette après, vous trouvez le moyen de salir une démarche qui, je dirais, a plutôt, et ça a été dit par les différents intervenants, plutôt l'assentiment général comme un progrès sociétal qu'il nous faut continuer à encourager, parce que les choses, elles ne sont pas réglées parce qu'on prend une délibération ce soir. Et vous trouvez le moyen, je dirais, de salir toujours les mêmes démarches, y compris lorsque on défend, je dirais, l'adhésion à une charte d'une association qui lutte sur les questions, justement, les questions sociétales que nous évoquons. Comme si vous étiez arrivé comme le chevalier blanc. Vous la connaissez, l'histoire de votre propre parti. Il suffit de regarder il y a une trentaine d'années si ils étaient si encourageants pour, je dirais, les rapports homosexuels, par exemple. Je crois pas, à mon avis. Alors aujourd'hui, essayons de faire en sorte de faire avancer. S'il vous plaît, je ne vous ai pas écouté, je ne vous ai pas interrompu. Voilà. Alors essayons aujourd'hui plutôt de faire dans notre ville comme ailleurs, parce que je ne crois pas qu'il y ait, je dirais, de situations plus particulières à Échirolles qu'ailleurs, ni dans les catégories sociales, parce que les catégories sociales des élites qu'on a connues ces 20 ou 30 dernières années, je veux dire, elles n'étaient pas plus homophiles qu'aujourd'hui ou que d'autres. Alors essayons de faire avancer les choses dans l'intérêt, je dirais, de nos concitoyens, de ceux qui ont telle ou telle orientation sexuelle qu'il faut respecter, c'est la leur, c'est leur vie privée, et nous sommes là pour leur garantir qu'effectivement, il n'y ait pas, je dirais, d'actes homophobes, pour ne prendre que cet exemple-là, dans notre ville, et en tout cas, c'est la position que moi je souhaite pour notre conseil municipal. Vous préférez toujours la même chose, c'est que même quand on parle, je dirais, de bisounours, il faut que vous la rameniez à la haine, au communautarisme, au déferlement. Tant pis. Sylvette Rochat. Oui, je voulais simplement apporter une précision par rapport à la remarque de Suzy Mavelia sur le fait que 2012, cette charte paraît, et oui, il était temps aujourd'hui, pratiquement 9 ans après. Je rappelle quand même que les signataires sont au nombre de 158 sur le territoire et qu'il n'y a que 22 collectivités qui en sont signataires. Donc je ne pense pas qu'on soit si à la traîne que ça, même si on aurait pu effectivement la signer bien avant. Je veux aussi rappeler que la Maison pour l'égalité, qui est un équipement unique en France, existe dans notre commune depuis 2005, et que ces politiques, si elles n'étaient pas forcément nommées de cette manière-là, elles ont été portées et défendues également avec des associations, avec des habitants. Donc c'est un travail qui se fait aussi en interne au niveau des RH, puisque nos professionnels au sein de la collectivité qui ont des mutations dans leur parcours individuel sont largement accompagnés par le service RH et par le service prévention au travail. Merci. Pardon. Jacqueline. Alors là, c'est le moment de la soirée où on a la tribune de l'extrême droite. Voilà. Donc, une tribune toujours odieuse, basée sur le mensonge, qui flatte les plus vils et les plus bas instincts. Notre ville est plus intelligente que ça. Vous mentez, vous racontez n'importe quoi sur les votes métropolitains parce que vous n'avez pas écouté et vous traduisez les réalités qui vous arrangent. Je trouve ça cynique. Mais vous avez votre tribune dans le Dauphiné, il n'y a pas de souci. On aimerait bien vous entendre sur le service public. Jamais. On aimerait bien que vous votiez pour les territoires zéro chômeur. Même pas. Alors moi, je vais dire aussi quand vous ne faites pas les choses, parce qu'on parle de vous quand vous vous attaquez. Alors je vais vous dire que le service public pour les habitants, ça c'est majeur. Et ceux qui portent ça, ce sont ceux qui sont sur les vraies questions d'égalité, de société et de communauté citoyenne au sens le plus large.
Merci Jacqueline. D'autres interventions? Laetitia? Moi, je veux bien intervenir, oui, parce que je veux dire quand même qu'on a entendu parler là du mariage pour tous, même si c'est pas exactement ce qui a été dit. Mais je veux rappeler que les combats, que ce soit l'avortement, que ce soit en fait la parité, et que ce soit le mariage pour tous, qui a peut-être suscité un petit peu plus d'engouement, mais systématiquement, en fait, on a dû se battre quand même dans ce pays pour faire reconnaître en fait une vision de la société qui change et qui avance. C'est quand même assez foudroyant parce que moi je me rappelle très bien, très récemment, au moment où en fait le mariage pour tous est devenu une loi, il y a des élus partout en France, qui ont dit nous en fait on veut liberté de conscience, ça nous convient pas et donc on décide que nous ne marierons pas des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. Donc vous voyez, les choses, elles sont quand même pas hyper simples non plus. Enfin, je m'adresse pas à vous, monsieur. Je m'adresse un peu à tout le monde. Hein. C'est pas une réponse. C'est simplement qu'en fait, on croit des fois que ça ne sert à rien, un petit logo qui rappelle les valeurs en fait d'une ville ou d'une communauté de vie, parce qu'on est une communauté de vie. Et pourtant, si, vous voyez, parce que là, en l'occurrence, c'est à destination de nos agents. Mais c'est aussi à destination de nos habitants. En fait, c'est des valeurs qu'on se donne tous, nous, élus de la République, et notamment ceux de la majorité, parce qu'effectivement, il y a encore des communes, hélas, où vous avez des gens qui refusent de célébrer, par exemple, des mariages de personnes d'un même sexe, ce qui est absolument inadmissible. Merci Laetitia. Alexis Joly. Oui, Madame Raby, vous avez entièrement raison, c'est inadmissible et chasser que dans les mairies RN, tous les maires marient des homosexuels. Madame Madrenne, j'aimerais bien savoir sur quels éléments vous vous basez pour dire que je mens, alors que j'ai donné des exemples très précis qui sont vérifiés, vérifiables. Et je ne comprends pas toujours votre énervement à chaque fois que j'interviens pour que vous dites, vous après, ensuite, des mensonges, parce que ce que je dis, encore une fois, est basé sur des faits que vous trouverez, madame, sur Internet. Et sachez que j'interviens régulièrement sur les services publics à la région, là où vous auriez souhaité être élu, et qui n'arrivera pas aux prochaines élections régionales. Bien, je vous propose, comme ça commence à déraper, qu'on revienne à la délibération que je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc 4, elle est adoptée. Et je vous propose d'avancer avec la délibération concernant le Centre des sciences métropolitain, convention de co-maîtrise d'ouvrage avec Grenoble. Daniel Bessiron. Oui, merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. C'est une convention effectivement qui prend sa logique par rapport notamment au fait que depuis 2015, la métropole a la compétence voirie. Je rappellerai que le projet de centre des sciences est donc porté par Grenoble-Alpes Métropole. Il permettra l'aménagement donc des abords de cet équipement. Le centre des sciences devrait rentrer en fonctionnement fin 2022 avec un démarrage prévisionnel des travaux qui doit se faire dès ce mois de juin 2021. Compte tenu de l'arrivée de cet équipement, il est nécessaire de réaliser des interventions sur les voiries voisines. L'opération de réaménagement des voiries aux abords du centre des sciences consiste d'une part à requalifier les rues Jean Moulin, Firmin Robert et le cours Jean Jaurès ou Saint-André. Et ça porte principalement donc sur la création d'un trottoir côté ouest sur la rue Firmin Robert, l'aménagement d'un stationnement bus pour les visiteurs du futur centre des sciences au nord de la rue Firmin Robert, la reprise complète de la rue Jean Moulin au niveau de la chaussée
des trottoirs qui seront bien sûr rendus accessibles, de l'enfouissement des réseaux secs aériens, du réagencement du stationnement, des plantations d'arbres, et bien sûr est pris en considération aussi les problématiques de circulation automobile avec un déport de l'axe médian pour casser des problématiques, notamment de vitesse, si il y avait un problème à ce niveau-là. C'est aussi le réaménagement de la partie du cours Jean Jaurès Saint-André qui est contiguë au parvis du futur centre des sciences, en reprenant la surface de l'espace et en plantant des arbres supplémentaires. Ces interventions se dérouleront à partir du deuxième semestre 2021 pour une durée estimative de 1 an et demi environ. Il est donc proposé au conseil municipal de signer la convention de comaîtrise d'ouvrage avec GAM et la ville de Pont-de-Claix pour l'aménagement des abords du futur centre de sciences sur un coût total d'opération de 723 781 € TTC. La ville d'Échirolles est appelée à financer 123 042 €, 22 682,34 € au titre de ses compétences espaces verts et éclairage public, 30 346,97 € au titre du réaménagement des espaces publics et 70 012,36 € au titre des travaux d'embellissement et d'enfouissement des réseaux électriques ou télécoms. Un tiers de la participation sera appelé en 2021, un tiers en 2022 et un tiers en 2023. Ces travaux de voirie sont donc prévus début 2022 pour une durée de 12 mois environ. Donc il vous est demandé ce soir, à travers cette délibération, l'approbation de cette convention et des engagements qui en découlent du point de vue financier. Je vous remercie. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée et je vous signale entre parenthèses qu'en l'adoptant, on adopte aussi le nombre d'arbres que nous allons planter là-bas. Voilà. Hein, c'est simplement comme ça. Je vous propose de continuer avec la délibération suivante. La numéro 7, quartier ouest, réaménagement du rondeau, signature de convention pour l'occupation temporaire de terrain de l'île Laetitia. Oui, merci monsieur le maire. J'ai un problème technique, mais ça ne s'ouvre pas sur ma tablette. Merci Daniel. Merci beaucoup. Voilà. Donc en l'occurrence, oui, il s'agit en fait de prendre en compte l'occupation temporaire de parcelles qui sont cadastrées BE 33, 35, 37, 38, 39 et 40. Elles sont situées à l'angle des rues du 19 mars 1962 et du Tremblay. Évidemment, ce sont des occupations temporaires qui est encadrée par une convention passée avec le PFL du Dauphiné, qui est gestionnaire pour la ville de ces parcelles. Et ça concerne en fait l'installation de la base vie qui commence pour le projet en fait de réaménagement du rondeau, puisque celui-ci rentre en phase active avec le démarrage des travaux de gros œuvres. C'est un projet qui va totalement bouleverser en fait la ville et on va pouvoir appréhender effectivement d'une autre manière cette partie de la ville, et c'est pas négligeable. Et en fait, en l'occurrence, le projet, pour rappel, permet de traiter en fait le nœud routier en améliorant la fluidité et la sécurité du trafic. Donc par cette délibération, en l'occurrence, il est simplement demandé d'approuver ces occupations temporaires qui vont s'effectuer à titre gracieux et donc d'autoriser effectivement à signer les conventions qui sont annexées à la présentation de cette délibération. Merci. Décidément. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Des oppositions? Pardon? Daniel, vas-y.
Merci. Oui, je ne serai pas long. Je voulais juste en profiter parce que parler du rondeau par rapport à cette installation de chantier qui est indispensable, c'est effectivement très important et il faut qu'on avance sur cette mise à disposition. Laetitia l'a très bien présenté. Moi, je voulais en profiter quand même pour dire que c'est un chantier d'importance. C'est un chantier, sans refaire le débat, qui va nous amener effectivement pendant 3 ans à avoir quelques soucis de circulation très certainement dans notre ville, parce que ce chantier, effectivement, qui reste ce qu'on appelle en site propre, nécessite des déviations. Il y a des accès à la rocade ou des sorties à la rocade qui, depuis maintenant quelques semaines, ne peuvent plus se faire. Et du coup, tout un système de déviation a été mis en place avec, bien sûr, notre accord au sein de la ville d'Échirolles. Donc, c'était simplement pour attirer votre attention. Pendant 3 ans, nous allons effectivement subir, puisqu'il y a des déviations, notamment de poids lourds, depuis le giratoire d'Alpexpo en direction du centre, du cœur d'Échirolles, ou des déviations par l'avenue des États Généraux aussi, en provenance de Grenoble, et de même d'ailleurs sur la sortie autoroutière pontoise, qui pourra ramener des véhicules, notamment sur les zones d'activité des Essarts ou d'autres. Donc voilà, quelques informations à ce sujet, et rappeler que le rondeau, c'est un projet qui, au-delà de la gestion autoroutière, nous permettra de recouturer un quartier, le quartier Navis, au quartier grenoblois, avec une prise en considération de tous les modes de déplacement, y compris les modes doux. Je fais référence aussi à la circulation cycle, avec dans le projet une passerelle importante cycle et piétons qui sera réalisée pour sécuriser les flux de circulation. Merci. Merci Daniel pour ce complément d'information. Alban Rosa. Merci. Oui, du coup, j'ai une remarque par rapport à ce que vient de dire Daniel. Est-ce que, en termes de communication, ce sera la même communication qui avait été portée par la 480 sur les panneaux, la signalisation? Et est-ce que, à travers les réseaux sociaux, leur site internet et tout ça, pour savoir au fur et à mesure quand c'est fermé, ainsi de suite? Et du coup, sur la 480, effectivement, ça va impacter. Sur le rondeau, ça va forcément impacter les Échirollois et les Échirolloises, mais pas que. Est-ce qu'il est prévu, du coup, je sais pas, sur le site de la ville ou des choses comme ça, pour pouvoir communiquer et se dire, voilà, pendant peut-être 1 mois, ça va être compliqué à cet endroit, et ainsi de suite. Voilà. Oui, Monsieur Rosa, vous avez raison. Un projet d'une telle ampleur nécessite effectivement une communication. Je crois que les services de l'AREA qui sont investis sur le sujet et ceux de l'Adréal ont déjà mis sur notamment les réseaux sociaux certains documents avec des vidéos, avec des précisions qui ne sont pas journalières mais presque. Donc ce que l'on propose nous au niveau de la ville, c'est de relayer cette information qui est très très bien faite sur notre site internet de la ville, parce qu'effectivement elle a le mérite d'exister, on ne va pas recréer quelque chose. Et puis après il faut impérativement que... Alors le Dauphiné libéré relaie aussi certaines informations, notamment de fermeture et d'ouverture, mais oui, il faut qu'on peaufine la communication et qu'on la rende la plus efficace possible dans l'intérêt des Échirollois et des Échirollois. Oui, en tout cas, c'est ce qui leur a été demandé, d'être proactif lors de la dernière réunion à laquelle j'ai pu participer, justement sur le réaménagement. Il faut être, je dirais, honnête, ils sont assez performants de ces dernières années. Ils ont accordé beaucoup d'importance à ce qu'on leur a dit en matière de communication, parce que c'est pas simple. Et puis après, il y a les gens comme tout le monde. Moi, dimanche, je suis parti comme une fleur, en oubliant qu'effectivement, il y avait des sorties qui étaient fermées. Voilà. On est tous les mêmes, et j'ai mis une demi-heure de plus pour aller à Fontaine. Voilà. Il faut qu'on les intègre. Mais oui, on va essayer de faire les efforts en lien avec l'AREA et l'Adréal sur le site de la ville, en tout cas pour populariser
je dirais, les modifications qu'il va y avoir. Alors là aussi, commentaire ironique, hein, tout le monde sait ce que c'est que le rondeau aujourd'hui. Vous regarderez le rondeau demain et vous compterez le nombre d'arbres, de centaines d'arbres qui vont être plantés, ne serait-ce que sur la partie échiroloise. Mais bon, c'est qu'un détail comme ça. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous propose d'en venir à la délibération suivante qui concerne le projet de modification statutaire portant intégration des villes de Mélan et de Pont-de-Claix. Laetitia Rabier. Merci, voilà, je devrais revenir à un état normal. On va changer mon micro et ma tablette. Alors merci beaucoup d'avoir été aussi réactif. Pour vous présenter une délibération qui est finalement une délibération assez simple. Elle fait suite au dernier conseil d'administration de la SPL Sagesse et qui a décidé effectivement, qui a le projet en fait de modifier, d'opérer une modification statutaire en fait de la société à soumettre à la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Et cette modification statutaire, elle est consécutive au projet de prise de participation au capital des communes de Mélan et de Pont-de-Claix et prend en compte en fait la possibilité que d'autres collectivités participent ultérieurement au capital. Ça ne change rien pour notre commune qui continuera en fait à avoir effectivement une part. Il y a une part qui est rétrocédée par la métro et on demande en fait de créer une seconde part pour la seconde commune et donc de porter, c'est ce qu'on vous demande d'approuver ce soir, le projet de modification statutaire de la SPL Sagesse pour porter le nombre de sièges administrateurs de 13 à 14 avec mise en place d'une assemblée spéciale des collectivités à participation minoritaire sur la base du projet de statut modifié qui sont annexés et dans vos délibérations ou à cette délibération. Voilà, merci. Demande d'un poste d'adulte relais et Essart-sur-Yeux, Pierre Labrier. Oui, il s'agit de poursuivre dans le cadre du renouvellement urbain à Essart-sur-Yeux. La ville souhaite consolider ses moyens d'action au sein de ce territoire pour créer les conditions de la réussite. Donc des travaux sont entrés dans leur phase opérationnelle, hein, on l'a vu, notamment avec la démolition du 7-9 Limousin qui a commencé cet hiver. D'autres démolitions et travaux de grande ampleur sont à venir sur le secteur, avec notamment des résidentialisations à Surieux, des démolitions au Maine, Gâtinais-Rance-Ouessant, l'autopont, bien sûr, avenue des États Généraux, des aménagements d'espaces publics. Bien sûr, ça peut parfois générer des inquiétudes ou en tout cas des nuisances et il est essentiel de renforcer l'attention portée au cadre de vie dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'a été créée l'agence du quotidien. Suite à ce qui s'est passé au 7-9 Limousin, mais pas uniquement, puisque c'était un projet de longue haleine qui n'a pas pu se lancer correctement en 2020 à cause de la crise sanitaire. Donc d'anticiper des dysfonctionnements éventuels, de permettre la concertation, l'implication des habitants et des habitantes. L'agence du quotidien est donc un acteur de proximité, une interface entre les partenaires, les bailleurs, les associations, les habitants. Et aussi pour travailler à l'amélioration de l'accueil dans l'agence du quotidien, il est proposé, dans une délibération que vous avez votée, nous vous avons proposé de modifier la convention donc en 2019 et de créer un poste d'adulte relais, lien avec les habitants et les habitantes, dont les missions sont décrites dans le volet amélioration de proximité dans le cadre du PNRU et le volet amélioration du cadre de vie au quotidien. Le programme des adultes relais, c'est un programme qui permet un financement de l'État, mais aussi des collectivités. Pour le poste en question, il s'agit d'un financement de un petit peu moins de 19 900 €.
Et donc, il s'agit de faire évoluer le profil de poste de ce relais, ce poste d'adulte relais, et de signer une nouvelle convention renouvelable par dérogation à hauteur de 3 ans. Et donc voilà l'objet de cette délibération. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Convention de gestion de services relative au programme de réussite éducative 16-18 ans. Jacqueline Madren. La métropole a repris la gestion intercommunale du programme de réussite éducative 16-18 ans depuis novembre 2020. Avant, c'était traité à travers un groupement d'intérêt public. Et par convention, à présent, elle confie la gestion et la coordination locale de ce dispositif à la ville d'Échirolles pour une année. Les dépenses assumées par la ville seront prises en charge par la métro dans la limite d'un plafond précisé dans la convention. Et là, il s'agit d'un financement métropolitain de 4 150 € pour 5 parcours de jeunes que nous allons suivre. Des remarques sur cette délibération? Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Passe à la suivante. La 11, tarif des repas fournis dans la cuisine centrale hors restauration scolaire. Toujours Jacqueline Madren. Donc, au vu du contexte social et économique toujours très difficile et malgré le contexte budgétaire particulièrement tendu, la ville choisit de ne pas augmenter les tarifs appliqués à la restauration des personnes âgées. Les tarifs en application au cours de l'année scolaire 2020-2021 sont donc maintenus. Pour les autres tarifs, le choix est fait de contenir le plus possible la hausse en la limitant à 0,5% qui correspond au taux d'inflation. Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. La 12, tarif des activités périscolaires. Toujours Jacqueline Madren. Même chose, et il est proposé de ne pas augmenter les tarifs appliqués au temps de pause méridienne pour ce qui concerne le périscolaire, repas et animation, et de maintenir pour cette activité les tarifs en vigueur depuis la rentrée 2019. Il est proposé de limiter aussi la hausse appliquée aux tranches de quotient familial et autres tarifs, accueil matin, mercredi après la classe, soir, atelier périscolaire du soir en élémentaire, à 0,5%. Et donc la grille tarifaire est modifiée comme suit. Merci Jacqueline. Est-ce qu'il y a des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Je propose d'en venir à la 13 qui concerne la convention de partenariat entre la ville, le CIM Jean Vienner et l'ensemble musical L'Écho d'Échirolles. Toujours Jacqueline Madren. Donc il y a une volonté partagée entre ces trois structures qui viennent d'être citées d'améliorer la qualité de l'ensemble musical et de lui donner une nouvelle dynamique. Cela s'est traduit par un accompagnement pédagogique du Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique Jean Vienner sur divers projets. Accompagnement dont chacun peut mesurer les effets bénéfiques lors des prestations de l'ensemble qu'il réalise de sa propre initiative ou à l'occasion de diverses manifestations de la ville. Ce partenariat permet également à des élèves et usagères du CIM de participer à l'ensemble musical, la rencontre entre deux pratiques musicales différentes dans leur approche de la musique et de nature à ouvrir ces pratiques à de nouveaux publics. Donc il vous est proposé de valider cette convention et donc d'accorder aussi dans la limite de 12 175 € pour l'année 2020 c'est une subvention sur présentation de la facture du CIM Jean Vienner. Voilà. Des remarques sur cette délibération? Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. La 14, versement d'une subvention à la MJC d'Esnous dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances. Toujours non, Maxime Favier. Merci Monsieur le maire. Donc dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances, la ville et différents partenaires conduisent
des activités à l'échelle des différents quartiers de la commune. Les programmes doivent privilégier la prise en charge des jeunes de 11 à 18 ans, les plus éloignés des différentes structures municipales et associatives. Ces programmations favorisent entre autres la recherche d'un équilibre dans la mixité et la diversité tant sociale que culturelle pour ces jeunes qui sont issus des territoires prioritaires de la politique de la ville. Les actions bénéficient d'un financement de l'État dont le montant est fixé par la cellule interministérielle Ville-Vie-Vacances, ainsi que d'un financement complémentaire de la ville. Concernant donc ces opérations, la ville versera une subvention à la MJC Desnos à hauteur de 1 500 € pour les actions d'animation de proximité, donc artistique, graphe, atelier sport, ainsi que 4 sorties donc de glisserboard, de balade en raquette et sur le massif de Beldon. D'ailleurs, il avait été signalé en commission qu'il y avait une coquille dans cette délibération. Évidemment, ça a bien été noté, Madame Sarah, ce n'est pas 2020, mais 2021 qu'il faut avoir, ça a été corrigé, voilà, même si sur votre tablette, c'est écrit 2020. Donc, voilà, l'ensemble de ces actions, le budget de l'ensemble de ces actions s'élève à 7 450 € et il est proposé au conseil municipal d'attribuer la subvention de 1 500 € à la MJC Desnos. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Des oppositions? Des abstentions? 4. Elle est adoptée. On passe à la 15, convention de partenariat portant affiliation au dispositif aide aux vacances enfants. Pierre Labrier. Merci, il s'agit d'une délibération qui vise, alors je vous épargne la lecture de la convention, mais qui vise tout simplement à permettre aux familles pouvant bénéficier des bons CAF, ou qu'on appelle aussi des VACAF, des bons de vacances de la caisse d'allocation familiale. Et AVEL, ça veut dire aide aux vacances enfants locales, c'est l'aide qui est locale. Donc VACAF AVEL. Et donc ce dispositif permet à la ville d'être gestionnaire de l'aide de la caisse d'allocation familiale de l'Isère pour permettre aux familles d'être aidées en fonction des quotients qui vous sont présentés, des 3 tranches de quotient à hauteur de 170 et jusqu'à 260 € d'aide pour les séjours. Voilà, c'est juste un dispositif, mais c'est important d'avoir en tête que la ville, en tant que gestionnaire de séjour, peut faciliter les démarches des familles pour avoir accès à ces aides permettant de bénéficier de ces fameux bons de vacances de la caisse d'allocation familiale. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Je vous propose d'en venir à la délibération numéro 16. Mise à disposition de locaux à l'association Soléo, ce que nous avons évoqué au début, dans le cadre du dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée. Pierre Labrier. Depuis septembre 2019, la ville d'Échirolles et des personnes privées d'emploi du territoire de la métropole, de la ville et notamment de Échirolles-Ouest et le collectif Territoire zéro chômeur de longue durée prépare la candidature d'Échirolles-Ouest à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée TZ-CLD. La construction de cette candidature se traduit par la mobilisation des personnes privées durablement d'emploi, du recensement des travaux utiles dont on a évoqué en réponse à Alban Rosa tout à l'heure les thématiques pour le territoire, donc travaux utiles pour le territoire et la préfiguration d'une future entreprise à but d'emploi. Le comité local pour l'emploi Échirolles-Ouest, le CLEO, pilote le projet et la construction de la candidature. Et lors de la séance du 27 novembre 2020, ce CLEO a décidé de proposer la création d'une association de préfiguration de la future entreprise à but d'emploi. Afin de répondre au cahier des charges nationales de la candidature, il sera nécessaire de démontrer la préfiguration des activités et leur modèle économique, la disposition de locaux et la capacité à démarrer rapidement après l'habilitation.
qui, nous l'espérons, interviendra à la fin de l'année 2021, l'année civile. Ainsi, l'association permettra de rendre visible la future entreprise à but d'emploi en intégrant les personnes privées durablement d'emploi volontaires pour être les futurs salariés, travailleurs et travailleuses de l'entreprise à but d'emploi, de modéliser des activités identifiées, de tester le modèle économique, de bénéficier de fonds de mécènes et de fonds publics et de garantir une opérationnalité dès l'habilitation, c'est-à-dire grosso modo l'habilitation c'est quand on est retenu, quand notre territoire sera retenu. L'Assemblée générale constitutive de l'association s'est tenue le 17 mars 2021 et a donné lieu à la création de l'association qui porte le nom suivant, Solidarité Emploi Échirolles Ouest. Participent au sein de cette association des habitants, des personnes privées durablement d'emploi du territoire, des partenaires de l'emploi et de l'insertion, ainsi que la ville qui est représentée. Monsieur Bellone, habitant Échirolles Ouest et privé d'emploi, en est le président. Au regard de l'augmentation des interventions et des attendus, l'association a adressé un courrier à Monsieur le maire d'Échirolles afin de pouvoir bénéficier d'un local sur le territoire de l'expérimentation. Ce local permettra d'accueillir toutes les personnes concernées par le projet et de réaliser toutes les actions nécessaires à la construction de l'EBE, renforçant ainsi le lien social et en créant des emplois et des services pour les habitants et les habitantes du territoire. Au vu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal de mettre à disposition de cette association, à titre gratuit, et d'autoriser le maire à signer les conventions fixant les modalités de cette mise à disposition. Voilà, monsieur le maire, chers collègues. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des remarques, des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Voilà, c'est un pas de plus pour essayer de réussir. Je vous propose de passer à la délibération numéro 17, attribution de subventions exceptionnelles et mise en place du dispositif de soutien au club sportif, le chèque sport Pierre Labrier. C'est une délibération importante qui doit permettre de vivre une rentrée de septembre 2021 peut-être plus sereine pour un certain nombre de pratiquants et de pratiquantes sportives, de clubs et de sportifs. Donc la situation sanitaire liée à la Covid-19 et ses variants a profondément impacté la vie associative sportive. Le sondage mené par l'Agence nationale des élus en charge du sport confirme la perte de moins 10 à moins 70% ou de la perte de 10 à 70% des adhérents au sein des associations. Cette perte s'ajoute à une baisse des subventions des partenaires économiques de près de moins 20% du sponsoring et un essoufflement parfois des bénévoles quand il s'agit de mettre en place un protocole sanitaire qui change tous les 15 jours. C'est pas facile de mener des activités de manière sereine. Je parle des protocoles sanitaires qui sont imposés par le gouvernement. L'association Objectif Sport Échirolles fait apparaître, quant à elle, un constat similaire pour l'année sportive 2020-2021, avec une baisse de 40% des recettes, alors pas uniquement liée à la baisse des adhésions, mais notamment à l'impossibilité de faire appel à des aides de type sponsoring, mécénat ou encore organisation d'événements de type loto, qui sont très rémunérateurs pour les clubs. La ville d'Échirolles et Eauze ont fortement accompagné les clubs sportifs en facilitant l'accès aux équipements sportifs, bien sûr quand la situation le permettait, avec des reprises en activité en extérieur par endroits. Certains sportifs de haut niveau ont eu le droit, entre guillemets, de s'entraîner, ou alors encore des publics en situation de handicap. Mais également en accompagnant administrativement les clubs, en les recevant dans les démarches de compensation aux aides financières exceptionnelles auxquels ils sont éligibles. Le travail de l'association Eauze, qui est un opérateur très important du monde sportif à Échirolles, est en ce sens exemplaire. La saison 2021-2022 va être une saison charnière pour relancer la dynamique sportive associative. Il y a nécessité de maintenir le nombre d'adhésions, ou en tout cas de lutter contre un effondrement potentiel de ces adhésions, comme on l'a vécu. Alors, ce n'est pas un véritable effondrement, mais c'est une très forte baisse cette année. Et la rentrée 2021 peut paraître inquiétante. C'est pour ça que la ville d'Échirolles, elle avait déjà travaillé avec cette crise sanitaire dans un engagement très fort auprès des clubs. Elle souhaite poursuivre cet engagement avec un dispositif, pour le coup, un projet tout à fait particulier.
Il faut noter, et il faut en bénéficier, que dans son plan de relance pour le sport, le ministère des Sports, avec l'Agence nationale du sport, développe un pass sport dont nous avons connu très très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, les dernières dispositions. C'est pour ça qu'on vous demande de bien vouloir adopter cette délibération aujourd'hui afin d'organiser la rentrée dans des conditions sereines. Donc le passeport à destination des jeunes de 6 à 16 ans dont le quotient familial est inférieur à 600, ainsi que pour certains jeunes en situation de handicap âgés de 6 à 20 ans. Donc ce chèque de 50 € sera versé par la caisse d'allocation familiale, devrait être versé à hauteur de 50 € pour 1,8 million de jeunes. Nous avons estimé que ça ne pouvait pas être suffisant de se limiter à un certain nombre, une partie de la population, et la ville ose, les clubs sportifs portent le souhait d'accompagner également des familles qui ne pourraient pas bénéficier du passeport à s'inscrire dans un club à Échirolles, soit les 6-18 ans issus de familles possédant un quotient familial inférieur à 1852, les 17-18 ans issus de familles possédant un quotient familial inférieur à 1852, 18 ans révolus, et les personnes en situation de handicap non concernées par le dispositif de l'Agence nationale du sport et les étudiants et étudiantes d'Échirolles, résidents à Échirolles. Les familles en grande difficulté pour lesquelles ces dispositifs ne seraient pas suffisants pourraient bénéficier de la licence sociale portée par OSE dans le cadre de la programmation politique de la ville. C'est très important d'avoir en tête que nous portons à la ville d'Échirolles depuis plusieurs années. Ce n'est pas la première, mais c'est très récent, un dispositif qui permet d'accéder, grâce à l'argent de la politique de la ville, à une licence sociale. On revient sur le chèque sport qu'il est proposé de permettre le versement aux familles à hauteur de 1875 chèques sport d'un montant de 40 €. Demain, ce seront, vu que ces aides sont cumulables, jusqu'à 110 €. Avec le pack loisir pour le collège ou avec le pass région, l'aide totale à l'adhésion pourrait atteindre 80 € et même 110 selon certaines aides que nous avons calculées avec les clubs sportifs et la direction des sports et OSE. Donc le budget global de ce dispositif, il est de 75 000 € pour lequel la ville versera au club directement 40 000 € et les 35 000 € restants seront assurés par les finances de OSE et des clubs sportifs. Et vu que ça concerne les Échirollois et que la ville d'Échirolles soutient ses clubs sportifs et son opérateur associatif Objectif Sport Échirolles depuis de nombreuses années, eh bien c'est toute une aide publique très très forte pour la pratique des sports en cette rentrée 2021 qui pourra être assurée grâce à ce chèque sport. Les bénéficiaires feront la demande et s'inscriront en ligne sur une plateforme numérique créée par OSE, Madame Sarah nous l'a rappelé tout à l'heure. Un chèque est généré automatiquement avec un QR code pour les publics éloignés du numérique. Autour de la pratique sportive. Voilà pour ce projet important que nous avons travaillé avec notre collègue Cédric Brest et la direction des sports. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc, je vois Suzy Mavelia, Alban Rosa. Merci, Monsieur le maire. Le groupe Changer Échirolles, c'est possible, votera bien sûr en faveur de cette délibération. Nous sommes effectivement convaincus que l'accès au sport est capital pour notre jeunesse. Les bienfaits du sport ne sont plus à prouver. Aide à la concentration, meilleur sommeil, régulation de l'appétit et j'en passe. Mais surtout, il permet d'occuper notre jeunesse en dehors des heures de cours et cela reste primordial. Vous l'avez dit, l'État, la région, le département ont mis en place des dispositifs aidant à l'adhésion à un club sportif.
Nous nous réjouissons donc que la ville d'Échirolles décide de faire de même, permettant un meilleur accès à une activité sportive au plus grand nombre. Je vous remercie. Merci. Cette délibération est un excellent signal vis-à-vis du monde associatif sportif. La Covid-19 a profondément bouleversé la situation et les pratiques sportives pour toutes les tranches d'âge. Échirolles a un patrimoine sportif important et cette délibération est un bon exemple du partenariat ville, ose et club. Nous savons aussi que la crise va modifier au-delà de la saison 2021-2022 les pratiques. Pouvons-nous donc du coup avoir les premiers états de votre réflexion sur la future politique sportive? En effet, à moyen terme, le retour des publics va passer par une évolution sans doute des pratiques tournées vers plus de sport vers l'extérieur, la difficulté pour la pratique du sport de contact et des sports exclusivement en intérieur. La ville envisage-t-elle un accompagnement spécifique avec des moyens supplémentaires ou des créneaux supplémentaires? Merci. Oui, merci. Ces délibérations sont évidemment les bienvenues lorsqu'elles aident les familles en difficulté. Elles profitent à celles et ceux qui ne peuvent plus financer une inscription dans un club. Mais nous le redisons ce soir, elles ne doivent plus bénéficier aux délinquants et aux familles de délinquants qui participent, que vous le voyez ou non, à la dégradation du cadre de vie d'Échirolles. Alors si certains font ici ce soir le choix de continuer à soutenir financièrement les délinquants qui bénéficient des aides municipales facultatives, eh bien nous le refusons et nous l'assumons. C'est pour ça que nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Pierre Labrier. Merci. Sur la question de la politique sportive, alors simplement, personne n'avait pu prédire comment cette année a été organisée, ni l'année précédente, ni d'ailleurs un certain nombre de choses qui ont touché la vie des familles, la vie des administrations, la vie des entreprises, la vie des écoles. Jamais le numérique, par exemple, la vie de l'école, pardon, jamais le numérique n'a autant progressé dans ces entités-là, l'administration, la famille, les entreprises, etc. Et donc, du coup, ces bouleversements, il faut les travailler ensemble. Il ne s'agit pas de décider pour les pratiquants et les pratiquantes si telle activité doit se faire en intérieur, en extérieur. Il s'est agi pour le service des sports, notamment, d'assurer un certain nombre de protections tout en permettant les ouvertures quand elles étaient sécures en matière sanitaire, autorisées par les services de la préfecture et qu'elles permettaient une bouffée d'air, si j'ose dire, et à chaque fois que nous avons pu saisir l'occasion de permettre la pratique sportive, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous appelons à avoir une discussion sereine autour de la question des modifications de la vie sportive, on va dire. Cette première délibération, c'est une délibération forte, enfin cette délibération, pardon, et ce projet, c'est un projet fort pour soutenir les clubs qui sont inquiets aujourd'hui, et ils sont inquiets notamment sur la question des licences. Ils n'ont pas des inquiétudes financières fortes auprès de la ville, hein. Ils ont vraiment envie que progresse la pratique sportive et que la baisse qu'on a connue en 2020-2021 ne soit pas durable. Et c'est pour ça que ce dispositif incitatif est très important. Alors oui, nous avons déjà des demandes, mais je reçois les premières aujourd'hui, hein, des demandes d'ouverture plus exceptionnelles cet été d'équipements sportifs qui sont pour permettre, par exemple, des stages ou, entre guillemets, du rattrapage. Nous regardons cela en respectant les conditions sanitaires avec attention. Alors, je disais de 15 jours en 15 jours, c'était ça pendant de nombreuses périodes. Hein. De 15 jours en 15 jours, on appelait le préfet pour savoir s'il était possible d'ouvrir dans telle ou telle condition. En tout cas, bien sûr que si nous pouvons le faire, nous favoriserons la pratique sportive sur la question des créneaux. Après, il ne s'agit pas de faire croiser les publics trop fortement, mais j'ai vu des clubs comme le Football Club Échirolles s'organiser pour que les parents ne soient pas au bord des stades, pour que les vestiaires soient fermés et que, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les familles, avec des entraînements sans contact au football.
peut-être moins souvent avec du jeu et plus souvent avec de la technique. Alors peut-être qu'à la rentrée prochaine, je vais vous dire, on aura des jeunes footballeurs qui seront des grands maîtres du dribble, et puis que peut-être que sur la passe, il faudra refaire les fondamentaux à partir de la rentrée. Il faut l'espérer pour tous ces jeunes qui ont envie de retaper dans le ballon. Mais vraiment, les clubs ont été exemplaires, ils ont respecté les règles, et les jeunes aussi, hein, et les pratiquants et les pratiquantes, ils ont respecté les règles. Moi, je pense qu'il faut, avec le maire, inviter tous les clubs à se rencontrer, hein, à se rencontrer pour évoquer toutes ces transformations qu'il y a eu autour de cette crise sanitaire, et puis pour recueillir les besoins qu'ont les pratiquants, de nouvelles formes, peut-être moins chères, peut-être moins loin, de pratiques sportives. On l'a vu, je le cite une nouvelle fois, avec le club d'Échirolles, pour aller prendre l'air avec des footballeurs sans faire de football, avec des jeunes filles. Nous sommes rendus avec Cédric Brest et le maire d'Échirolles dans des sorties pour les vacances qu'on appelle les vacances de février, organisées par les clubs sportifs, qui étaient tout à fait intéressantes, conviviales, tout en respectant, parce qu'en extérieur, les conditions sanitaires qui ont permis à la population d'être protégée de ce virus. Oui, moi je partage ce que vient de dire Pierre Labrier, puisqu'on dit un certain nombre d'intervenants sur la question du sport. Je crois qu'il nous faudra à la rentrée, et en particulier avec le Forum des sports, être attentif à comment effectivement la rentrée sportive, je dirais, va se faire. Et suivre bien ça pour qu'on soit réactif. Parce que les inquiétudes qui ont été formulées par Alban Rosal peuvent être vraies. On n'en sait rien aujourd'hui. On voit bien chez les consommateurs. Tout le monde s'attendait à ce que le monde change. Ouais, il n'a pas beaucoup changé, hein, de ce point de vue-là. Certes, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, ça a été dit. On verra si elles seront dans la durée. Mais en tout cas, il faut que nous, on soit aux côtés. S'il y a des modifications, des choses, des pratiques qui peuvent être différentes, y compris par rapport à ce qui est proposé de manière, je dirais, diverse sur la ville en matière sportive, mais peut-être qu'il y aura des pratiques qui seront différentes demain, de pouvoir, je dirais, les accompagner. Puis ça va nous poser aussi un autre problème, c'est qu'on ne peut pas toujours être dans le cumulatif là-dessus. C'est-à-dire, s'il y a des pratiques qui changent, il faut qu'il y ait une offre qui change, qui soit plus adaptée à la demande. Et c'est cela que nous devons faire en lien avec le mouvement sportif et OSE et d'autres services des sports. Il faut qu'on soit porteur, je dirais, des changements espérés, si ces changements, ils se confirment. Voilà, aujourd'hui, difficile de savoir si effectivement il y aura des pratiques qui vont bouleverser le monde du sport. On n'en sait rien. Quand on regarde nationalement, à part la création, la tentative de création d'un championnat européen pour quelques clubs professionnels, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Voilà. Mais nous, au niveau, je dirais, du sport amateur, qui est celui que nous soutenons, il faut qu'on soit bien en lien avec, d'abord, les familles. Et dans ce que disait Pierre, eh bien, il y a les aides de l'État, tant mieux, voilà, il faut le dire quand ça arrive, qui vont prendre des catégories les plus, je dirais, en difficulté socialement et financièrement. Et puis, nous, on va être sur des catégories qui sont des couches moyennes, ce qui va permettre effectivement qu'il n'y aura pas de famille, je veux dire, mise en difficulté sur la question des licences, quoi. Voilà. Après, on sait que ça ne règle pas tout, mais en tout cas, il faut qu'on travaille pour qu'effectivement tout le monde
puissent, je dirais, bénéficier de ce coup de pouce à la licence à la rentrée. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc 4, elle est adoptée. Convention d'objectifs et de moyens avec Sport dans la ville, toujours Pierre Labrier. Il s'agit d'une association qui n'agit pas sur tous les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans beaucoup de territoires. L'association Sport de la ville est installée depuis 2008 ou 2009 sur la ville d'Échirolles et notamment s'occupe tous les samedis et tous les mercredis de l'animation et des créneaux sportifs autour d'un terrain synthétique situé à côté de l'école Cachin. Donc cette association est soutenue par la ville depuis de nombreuses années et le soutien pour cette année est porté à hauteur de 13 000 € pour l'année 2021, c'est-à-dire la saison prochaine, la saison 2021-2022. Voilà. Merci Pierre. Des remarques? Des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. La 19, mise à disposition permanente d'un box au bénéfice du CCAS dans le cadre du projet collectif droit à l'alimentation. Sylvette Rochat. Oui, il s'agit d'adopter une convention pour que la ville puisse mettre à disposition du CCAS un box, un garage dont elle dispose au sein de l'école Jean Jaurès pour pouvoir stocker à la fois des denrées alimentaires mais aussi des produits d'hygiène qui sont achetés, récupérés par le CCAS pour les reventiler aux associations qui sont membres du collectif pour le droit à l'alimentation. Alors, je ne sais pas si on a eu un changement dans les délibérations, mais il me semble qu'il y a toujours les petites coquilles. Simplement, il manque la distribution importante sur le quartier de Village Sud, bien sûr. Kimberley qui s'est rajouté il n'y a pas très longtemps. Et puis préciser que les associations, c'est Nouveaux Horizons au pluriel et c'est Solidarité Village 2 pour la dernière qui intervient à la fois sur Village Sud et sur Kimberley. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition du CCAS qui stockerait toutes ces denrées et ces produits d'entretien pour que les associations puissent venir s'approvisionner. Merci. Non, c'était juste pour préciser qu'à Kimberley, la distribution se fait le mercredi dorénavant, mercredi après-midi. Nous en avons fini avec les délibérations. J'ai 2 vœux qui ont été déposés, qui sont sur le même thème. Je vais laisser la parole. Alors, je rappelle le principe des vœux. Hein. On lit le vœu. Et puis après, chaque sensibilité peut intervenir. Hein. Voilà, autour de 3 minutes. Donc, je laisse la parole à Sylvette pour un vœu qui a été déposé par le groupe Échirolles Citoyenne Écologique et Solidaire. Et derrière, il y a un vœu, j'espère qu'ils pourront fusionner, qui a été déposé par Échirolles Avenir et qui concerne l'hôpital Sud. Donc vous avez pu suivre ces derniers jours quelques péripéties et quelques annonces. Sylvette Rochat. Oui, alors c'est effectivement un vœu que nous avions déposé la semaine dernière, qui a vu peut-être la résolution du problème en fin de semaine, puisque une annonce est tombée. Nous tenons à maintenir le vœu, nous attendons que les choses soient engagées, signées et validées. Donc le vœu concerne la fermeture des blocs opératoires de l'hôpital Sud d'Échirolles. Cet hôpital représente un service public de santé déterminant pour la métropole et Échirolles. Il fait partie d'un maillage important des nombreux équipements de santé de notre commune
qui est le deuxième pôle de santé public, privé et associatif de l'agglomération. Implanté sur notre territoire depuis 1968, à l'occasion des Jeux Olympiques de Grenoble, l'Hôpital Sud est à la pointe dans la prise en charge des pathologies liées au sport, à travers son identité forte autour de l'homme en mouvement. Il accueille en nombre les victimes d'accidents liés aux activités de montagne. Aujourd'hui, les 4 blocs opératoires de l'Hôpital Sud sont menacés de fermeture. Nous craignons que s'enchaînent celles du service d'urgence et des services d'hospitalisation de la filière orthopédie et traumatologie. L'activité de ce premier trauma center de France se révèle dynamique. En 2019, plus de 16 000 passages aux urgences, 56 000 interventions d'imagerie et plus de 21 000 consultations d'orthopédie et de traumatologie. Le maire Renzo Sully a sollicité le 1er mars dernier la direction du CHU, s'inquiétant du signal envoyé en pleine crise sanitaire. La réponse parvenue le 23 mars garantissait l'absence de volonté de fermeture du site sud, mais qu'une réflexion était engagée depuis de nombreux mois sur la restructuration des services de médecine sur les 3 pôles du CHU, entre Nord, donc à la Tronche, Sud et Voiron. Cette orientation, basée sur la feuille de route signée en 2015 du Copermo, pourtant supprimée en juillet 2020, paraît aujourd'hui anachronique et déconnectée des réalités de terrain au regard de la situation sanitaire actuelle, venue remettre en cause les politiques de réduction de financement de la santé publique et de fermeture de lits menées depuis les 30 dernières années. La nécessité de services de soins de proximité se révèle déterminante au sein de la ville. Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir se réduire l'offre de soins à l'heure où les populations les plus fragiles socialement et financièrement en ont le plus besoin. C'est pourquoi, par ce vœu, nous nous opposons au projet de fermeture des blocs opératoires et des urgences à l'hôpital Sud d'Échirolles. Nous appelons le ministre de la Santé et des Solidarités, l'Agence régionale de santé et la direction du CHU Grenoble-Alpes à se positionner pour le maintien de ces services hospitaliers sur le site de l'Hôpital Sud. Merci Sylvette. Donc la discussion est ouverte sur ce vœu. Alban Rosa. Merci, monsieur le maire. Comme vous l'avez évoqué au début de la présentation des vœux, notre groupe est bien sûr favorable à ce qu'il y ait une fusion de nos 2 vœux et que les vœux soient portés par nos 2 groupes dans l'intérêt du service public et de la santé et de l'hôpital Sud, et puis dans l'intérêt des Échirollois, des Échirolloises, et même bien au-delà, parce qu'on sait que l'hôpital Sud a un rayonnement un peu plus important. Voilà, les dernières annonces du ministre semblent plutôt favorables, mais je suis de votre avis, enfin de l'avis de votre groupe, pour conserver ce vœu et continuer à ce que nous puissions avoir des urgences orthopédiques et traumatologiques du sport à Échirolles. Garantir une offre de soins de proximité doit être une priorité. Après la fermeture de la maternité il y a quelques années, notre hôpital Sud a de nouveau été menacé. Notre territoire ne peut se permettre de perdre une offre de santé en traumatologie, orthopédie, rhumatologie, ainsi que le service des urgences. L'émotion a été grande depuis plusieurs semaines, l'incompréhension aussi. Les citoyens et les élus de gauche comme de droite se sont alliés pour manifester leur soutien au maintien d'un centre hospitalier universitaire reconnu pour la qualité de ses soins. Le sud de l'agglomération ne pouvait se permettre de voir encore l'offre de soins se dégrader. Il est déjà très compliqué pour les patients de trouver un médecin généraliste, un dentiste ou encore un kinésithérapeute. Les élus du groupe Changer Échirolles sont satisfaits de l'intervention du député Jean-Charles Collaroy et de la décision annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran, mais aussi de ce formidable sursaut citoyen qui a permis de fédérer des milliers de soutiens. Néanmoins, nous savons aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu et nous resterons vigilants au maintien de ce plateau de qualité dont notre territoire ne peut se passer. Oui, merci. C'est vrai que les récentes déclarations du ministre de la Santé sont assez rassurantes à l'égard des blocs opératoires qui sont si essentiels pour la ville, et pas seulement, mais également du sud de l'agglo. Et ces déclarations seraient de nature à
rendre votre vœu caduc, mais néanmoins nous le voterons. Enfin, nous voterons pour vos deux vœux, ou le seul vœu du coup s'il est fusionné évidemment. Et nous en profitons également pour alerter une nouvelle fois sur le nombre en chute libre de médecins généralistes sur la commune qui posera un véritable problème demain et dont on ne parle pas assez, voire pas du tout dans ce conseil. Oui, c'est réjouissant de voir qu'effectivement il y a une fusion de ces deux vœux et puis que finalement c'est assez partagé. Rappelez évidemment que la santé, cette crise nous aura au moins appris effectivement qu'elle doit être finalement l'affaire aussi au plus proche des citoyens et donc des collectivités, quelles qu'elles soient. Je pense que je ne sais pas comment les choses vont atterrir, mais il serait heureux que par voilà, des prises de position comme celle-ci, on puisse arriver peut-être petit à petit à quelque chose qui ressemblerait à une forme de décentralisation finalement de la santé, pour ce qui concerne en tout cas les santé de proximité. Voilà, je crois que la crise l'a vraiment démontré. On a été confinés parce qu'effectivement le réseau hospitalier a été déconstruit et que même pendant la crise, l'ARS a poursuivi finalement ces fermetures de lits. Donc là, si la résolution, peut-être par proximité électorale, j'en sais rien, moi je ne veux pas faire de supputation, mais en tout cas, on ne peut pas non plus se dire que durant les confinements, quand il y avait des grands pics pendant la crise, et que les ARS continuaient sur les considérations de M. Véran et du gouvernement auquel il appartient à fermer encore des lits ou des secteurs hospitaliers, à croire comme ça les choses. Donc oui, il faut appuyer cela, et il faut l'appuyer, je pense, ça fait écho également à ce qui a été discuté au dernier conseil métropolitain et qui allait aussi, sans reprendre toute la discussion, puisqu'elle n'était pas exactement la même, mais qui concourt en fait à cette idée que demain, la santé, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être aussi prendre en compétences peut-être, en compétences pas forcément obligatoires dans un premier temps, mais en tout cas dont il faudra se préoccuper, et qu'on ne peut pas laisser quelque chose d'aussi sérieux uniquement dans les mains du gouvernement. En tout cas, les collectivités et les élus de toutes les collectivités doivent s'associer, et ce vœu est une première pierre, en tout cas, à cet édifice. Merci. On a fait le tour. Je ferai juste un mot de commentaire, si vous le permettez. D'abord, pour dire que si tout le monde le vote, ça devient le vœu du conseil municipal. Voilà. Moi, je suis satisfait que sur une question aussi essentielle que celle-là, il puisse, je dirais, y avoir un vœu qui soit partagé par l'ensemble du conseil municipal. Ensuite, sur la question même de l'hôpital Sud, oui, nous devons, je dirais, prendre en positif les déclarations du ministre. Je crois que c'est clair ce qu'il a dit, mais nous devons rester vigilants parce que nous avons trop connu, et j'ai trop connu sur l'hôpital Sud, les retours, je dirais, de manivelle, comme on dit, ou d'orientation, et qu'un ministre n'est pas, je dirais, éternel, et que les stratégies mises en place peuvent être remises en débat demain, et que notre agglomération, elle a une chance, c'est qu'elle a deux sites, un nord et un sud. Je ne parle pas du site de Voiron pour la région du Voironnais, mais au moins pour l'agglomération. Et que cette chance-là, c'est celle que nous devons continuer à préserver, avec des services de qualité qui soient à nord ou qui soient à sud, des services cohérents, des services pleins et entiers. Et c'est, je dirais, cela qu'il ne faut pas accepter demain de rebrasser. Donc je mets ce vœu aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc ce vœu devient le vœu du conseil municipal. Et je suppose, si j'ai bien compris ce que disait Alban Rosa, il n'y a pas besoin de discuter du deuxième vœu qui était sur
sur le même sujet. Merci et bonne soirée. Et le prochain conseil municipal qui examinera le compte administratif, c'est fin juin, pardon. Le 28 juin. Voilà.